notre monde, on veut celui qu'il devrait être. Chaque année, le Royaume-Uni exporte 1,5 million de kilos de pommes de terre vers l'Allemagne. Et nous importons 1,5 million de kilos de pommes de terre d'Allemagne. Je ne sais pas faire de différence entre la pomme de terre anglaise et l'allemande. Mais nous troquons ces choses alors que nous pourrions soutenir nos économies locales, nos agriculteurs et réduire l'énergie dépensée dans le transport. Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire, fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de microalgues extrêmement concentrées. Dans un millilitre, pratiquement une goutte d'eau, on arrive à avoir 500 millions d'algues. Ce sont des algues de 2 à 4 microns. Pour nourrir ces végétaux, il faut de la lumière, bien sûr, c'est la photosynthèse, et du gaz carbonique, du CO2. Et c'est là qu'est le génie de l'histoire. Ce CO2, on le récupère directement via un pipeline de la cimenterie voisine. Gavées de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga 3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel. Ce pétrole bleu, c'est la marque déposée, fonctionne comme un hydrocarbure classique. Démonstration. Quand on a démarré il y a 5 ans, personne n'y croyait. Et actuellement, tous les grands, jusqu'à Exxon, le numéro 1 du pétrole dans le monde, veulent investir dans la culture des algues. On peut désormais rêver d'un avenir où chaque usine dégageant du CO2 sera couplée à ces cultures d'algues. Plus de rejets polluants dans l'atmosphère, plus de pénurie énergétique. Les terriens y gagneront sur les deux tableaux. Ceux qui nous disent qu'on peut remplacer le nucléaire par le renouvelable disent une monstruosité. À Odeillo, dans les Pyrénées, on transforme directement cette chaleur en électricité. La technologie est parfaitement au point. Aujourd'hui, 2000 chercheurs et industriels du monde entier défendent le projet. Le potentiel est incroyable. Imaginez l'implantation dans ce carré rouge en plein désert. Ce que nous décrivons avec ce carré de 300 km par 300 km, c'est que si vous y placez des centrales solaires, c'est une surface suffisante pour fournir de l'énergie à la planète entière, surtout si vous implantez tout ça dans le Sahara. En Californie, des gigantesques centrales comme celle-ci sont en construction pour une production électrique équivalente au nucléaire. En Europe, en dehors de l'Espagne, peu de pays misent sur cette technologie. Il semble que les modèles politiques et économiques ne soient pas encore adaptés à une source d'énergie inépuisable. On ne va pas retourner à l'époque de la bougie. Voilà. Alors encore un brillant exemple du fait qu'on a des très très bonnes solutions. Quand je dis on, enfin voilà, eux c'est les premiers à être au courant, hein, parce que nous on nous met au courant en dernier moment, et encore si on veut bien le faire, tu vois. Et voilà, on les a, les solutions, elles sont là, elles sont à portée de main et tout, mais voilà, c'est toujours pareil. Il y a des connards en haut avec des costards et qui se permettent voilà, de pas les imposer ces solutions. Alors qu'en fait ça aiderait tout le monde. Donc ça veut dire quoi dans le fond? Eh bien qu'en fait c'est volontaire leur putain de politique de vouloir nous faire du mal, quoi. C'est même au-delà de ça, quoi. C'est que voilà, on en revient toujours pareil, on en parle de caillasse, et on voit les solutions, elles sont là les solutions, et je suis sûr qu'elles existent depuis un petit moment déjà, quoi. Donc je me dis, à la fois, qu'est-ce qu'ils attendent? Ça, mais voilà, on le sait très bien, ils attendent rien et tout, ils en ont rien à carrer, parce que limite ils ont déjà préparé leur truc de pouvoir se barrer et de nous laisser dans la merde avec le peu qui restera sur Terre. Voilà, ça me dégoûte, ça pue du cul. Les ravages de la sécheresse se lisent sur tous les visages des enfants. Ils sont les premières victimes de la famine, mais aussi les premiers à contracter toutes sortes d'infections. Rougeole, tuberculose, choléra. 1 milliard de personnes souffrent de malnutrition dans le monde. La journée mondiale de l'alimentation dimanche est l'occasion de rappeler que 26 pays ont un niveau de faim alarmant. En 2011, la situation s'est même aggravée. 70 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté, en cause de la flambée des prix des denrées alimentaires. Le World Food Report de la FAO, donc que personne ne conteste, qui dit que tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, que 37 000 personnes meurent de faim par jour, et que près d'1 milliard de personnes sont en permanence gravement sous-alimentées, n'ont pas de vie, invalidées. Ce même World Food Report dit que l'agriculture mondiale
dans le développement actuel de ces forces de production, pour les nourrir normalement, ça veut dire 2200 calories individu adulte par jour, normalement 12 milliards d'êtres humains. Donc un enfant qui meurt de faim maintenant est assassiné. Alors voilà, alors là ça se mélange un peu, mais grosso modo c'est ça. Le dernier terme qui me vient à l'esprit c'est assassin, mais c'est exactement le mot, assassin. Et voilà, ce qui me trouve le cul, et ce qui me trouve le cul par-dessus tout, c'est qu'il y a des journées mondiales, pour rappeler qu'il y a 1 milliard de personnes, et que 1 milliard de personnes qui souffrent de plus que de sous-nutrition, puisqu'elles meurent de faim. Donc on en revient à ça, quoi. Donc on en revient à ça. On en revient au fait de dire que c'est encore une fois de plus volontaire, que les solutions, parce que bon, avant tout, on est là pour bouffer sur Terre, avant tout, je pense, quoi. Et que si les gouvernements qui sont mis en place, qu'ils soient de tous les pays, tous les pays, peu importe, ils ont quand même un travail avant tout, c'est-à-dire écouter le peuple. Et le peuple, ce qu'il demande avant tout, c'est de bouffer, quoi. Donc voilà, donc des solutions, il y en a, comme d'habitude, sauf qu'ils ne veulent pas les expliquer. Donc assassin, oui, et encore, je pense que c'est un mot qui est trop banalisé à l'heure d'aujourd'hui. Dans nos sociétés d'abondance, le gaspillage se pratique dans l'indifférence générale. Un quart de la nourriture que nous produisons est jetée. Une nourriture souvent comestible. Dans les hypermarchés, chez les producteurs, à tous les échelons de la chaîne alimentaire, le gaspillage s'est banalisé. Selon la FAO, il faudrait 30 milliards de dollars par an pour permettre aux petits paysans des pays pauvres de moderniser leur agriculture et d'éradiquer la faim dont ils sont les premières victimes. Mais les pays riches ne veulent plus aider. 30 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 2,5% du budget mondial de l'armement. C'est aussi ce qu'ont déjà dépensé les investisseurs pour prendre le contrôle de dizaines de millions d'hectares de terre et bâtir les fondations du nouvel ordre agricole mondial. Voilà. Alors voilà, donc ça rejoint tout à fait le sujet d'avant. Déjà des solutions, on le sait, il y en a. Et en plus de ça, nous, parce que je dis nous, parce qu'on est les pays riches, donc forcément, moi je suis entre guillemets bien logis et bien loti, on se permet de jeter. Je dis pas que je suis pour ça, bien au contraire, mais nous, on se permet de jeter. Voilà, on se permet de jeter de la bouffe, en plus qui est consommable. C'est même pas si elle était périmée, c'est même pas le fait de dire que voilà, c'est pas consommable pour un être humain et qui va mourir empoisonné. Non, non, c'est tout le contraire, quoi. Juste parce qu'il y a quoi? Ça se passe à la bourse. Et à la bourse, c'est quoi? C'est le pognon, quoi. On en revient toujours au même truc. C'est toujours le même source de ce putain de déclin mondial, quoi. C'est le pognon, ça va, voilà, c'est tout. Alors que l'échange, on le sait, on pourrait faire, il y a des solutions, mais voilà, on le fait pas.